Ils disaient que c'était impossible, bâtir un pont avec des pneus usés. Pourtant, en 3 mois à peine, un ruban noir de caoutchouc a relié deux rives oubliées du Sahel. Là où la poussière avalait les rêves, Ibrahim Traoré a vu dans les déchets la promesse d'un renouveau. Et si le miracle du Burkina Faso n'était pas un projet d'ingénierie, mais une leçon de foi collective, Ibrahim Traoré, symbole d'une Afrique qui recycle la douleur en dignité, a-t-il vraiment changé les règles du possible? Ce pont n'était pas seulement un ouvrage d'ingénierie, c'était une promesse. Une promesse que l'Afrique pouvait bâtir avec ce qu'elle possède déjà. Ibrahim Traoré l'a compris avant tous. La dignité ne s'importe pas, elle se forge. En ordonnant de collecter chaque pneu abandonné, il ne visait pas un simple passage au-dessus d'une rivière, mais un passage hors de la dépendance. Chaque travée posée devenait un acte de foi collective, un symbole de résistance silencieuse au récit du manque. Quand les caméras étrangères parlaient d'utopie, lui parlait de souveraineté, et le monde observait, partagé entre curiosité et crainte. Et si ce pays que l'on disait sans ressources montrait le chemin, l'enjeu dépassait le Burkina Faso. Il s'agissait de prouver qu'un continent pouvait convertir ses ruines en richesses, ses déchets en pouvoir. Ibrahim Traoré n'avait pas promis un miracle, mais un modèle, un développement fondé sur la récupération, la créativité et la foi des siens. La révélation fut aussi rapide que silencieuse. En 3 mois, le premier pont écologique du Burkina Faso s'éleva au-dessus de la rivière Tval, solide, léger, façonné entièrement de pneus recyclés. Ce n'était plus une rumeur mais une preuve tangible. La vision d'Ibrahim Traoré pouvait prendre corps. Les journalistes étrangers arrivaient trop tard, découvraient des camions qui passaient déjà, des enfants à vélo, des femmes riant sur la passerelle encore fumante. Pourtant, derrière cette image poétique se cachait un contexte âpre. Le Burkina Faso sortait à peine d'années de crise étranglé par les prêts, l'insécurité et la dépendance aux importations. Les zones rurales s'étaient vidées. Les routes, rongées par la poussière, symbolisaient une économie fracturée. Et soudain, un jeune capitaine devenu président ordonné rassemblait tout ce que le monde a jeté. Ces mots résonnèrent comme un manifeste. Sous la chaleur de Ouagadougou, les ingénieurs fondaient les pneus, les soudeurs liaient les plaques, les étudiants mesuraient la résistance. Ce mélange d'ordre militaire et d'enthousiasme populaire transformait un déchet en infrastructure, une contrainte en fierté. Ibrahim Traoré n'offrait pas un projet de prestige. Il donnait un cadre d'action à un peuple longtemps réduit à l'attente. Là où d'autres importaient du ciment étranger, il importait de la confiance. Là où les statistiques annonçaient que la faillite, il imposait un rythme, un travail, un sens. Ce pont n'était qu'un prototype, mais il cristallisait l'idée d'une reconquête, celle d'une Afrique capable de produire, d'innover, de surprendre. Dans un monde obsédé par les normes occidentales de développement, le Burkina Faso inventait la sienne, forgée dans la poussière rouge du Sahel. Et le nom d'Ibrahim Traoré, encore méconnu quelques mois plus tôt, commençait à circuler comme celui d'un bâtisseur d'impossible. Au cœur de cette aventure, un visage se détache, celui d'Ibrahim Traoré, président de 35 ans, ancien soldat du Sahel, devenu symbole d'un renouveau africain. Mais autour de lui gravitent d'autres figures silencieuses. Les ingénieurs qui ont juré de construire avec leurs mains, les étudiants qui ont transformé les laboratoires en ateliers, les paysans qui ont vu leur horizon changer pour la première fois depuis une génération. Dans le village de Tambal, le premier pont inauguré a bouleversé la vie quotidienne. Avant, pour rejoindre le marché, il fallait attendre la saison sèche ou risquer sa vie dans les eaux de crue. Désormais, les enfants traversent chaque matin pour aller à l'école, les femmes vendent leurs paniers de fruits sans craindre la rivière.
Ibrahim Traoré, observant en silence les premiers passages, aurait murmuré: Ce n'est pas un pont, c'est une preuve. Ces images diffusées sur les réseaux africains ont fait naître une onde d'orgueil collectif. Pour la première fois depuis des décennies, le nom du Burkina Faso était associé à la création, non au conflit. L'impact n'était pas seulement économique, il était psychologique. Le peuple voyait qu'un acte de volonté pouvait déplacer plus que des montagnes. Il pouvait déplacer la peur. À travers cette passerelle de caoutchouc noir, un message passait. La dignité peut être recyclée. Et derrière chaque panneau riveté se dessinait un autre pont, invisible celui-là, un lien entre la confiance et le futur. Tout commença par un ordre bref, transmis depuis le palais de Ouagadougou: récupérer tout ce que le monde n'utilise plus. En quelques jours, des camions militaires sillonnaient les routes poussiéreuses du Burkina Faso, remplies de pneus abandonnés. Les images semblaient irréelles: des soldats, des étudiants, des ouvriers, côte à côte, triant, lavant, empilant des déchets pour en faire des briques d'un pont futur. Ibrahim Traoré, souvent sur le terrain, observait sans caméra, sans discours. Les premiers essais furent chaotiques. Le caoutchouc fondait mal, l'odeur de brûlé s'imposait dans l'air. Mais les équipes persévéraient. Chaque nuit, de nouveaux coprototypes naissaient. 3 mois plus tard, l'improbable structure enjambait la rivière Tval. Des camions pouvaient passer. Les enfants jouaient dessus. Le rire remplaçait le vacarme des armes. Ce fut la première victoire visible du projet de Traoré. Rapidement, les médias étrangers s'en emparèrent. Reuters parla de pont symbolique, CNN y vit un coup de communication d'un jeune dirigeant, tandis qu'Africa News ironisait sur le président du pneu. Mais les habitants, eux, n'avaient pas besoin de symboles. Ils voyaient la différence. Des villages isolés reliaient désormais les marchés. Les malades atteignaient les dispensaires. Le commerce reprenait. Dans tout le Sahel, les images du pont circulaient et l'idée se propageait plus vite que prévu. Des ingénieurs nigérians vinrent étudier le procédé. Des délégations ghanéennes proposèrent des partenariats. En quelques semaines, l'Afrique parlait d'un modèle Traoré. À Paris et à Washington, les analystes observaient ce bouleversement silencieux avec une gêne croissante. Si le Burkina Faso pouvait construire à partir de rien, que deviendrait l'économie de dépendance? Mais la route vers l'indépendance n'était pas linéaire. À mesure que les applaudissements grandissaient, la méfiance s'installait ailleurs. Des chaînes étrangères diffusèrent des reportages accusant le projet d'être dangereux ou inefficace. Ibrahim Traoré répondit par les faits. Il annonça la construction de 5 nouveaux ponts, dirigés cette fois par des coopératives locales. Les plans furent rendus publics, les coûts réduits de moitié. Le défi devint contagieux. À la fin de l'année, les premiers ponts satellites virent le jour dans les provinces du Nord. Ils servirent de lieux de rassemblement, d'écoles temporaires, de marchés spontanés. Les gens les appelaient les ponts de la dignité. Ce n'était plus un chantier d'État, c'était un mouvement populaire. Et tandis que les puissances extérieures débattaient, le peuple construisait. Ainsi se dessinait le fil des événements, du chaos à la création, de la méfiance à la foi. Ibrahim Traoré, autrefois perçu comme un capitaine idéaliste, devenait l'architecte d'une révolution tranquille, celle d'une Afrique qui ne demande plus l'autorisation d'espérer. Les chiffres, plus que les slogans, allaient prouver la solidité du rêve. 3 mois après l'inauguration du premier pont, les rapports régionaux indiquaient une réduction de 37% du temps de transport entre les villages riverains et les marchés. Les revenus agricoles dans la zone de Tval avaient progressé de 22% selon les données du ministère du Commerce. Ce delta, modeste en apparence, représentait pour Ibrahim Traoré
la validation d'un pari fou. Une économie locale fondée sur la récupération pouvait être plus efficace qu'un modèle d'importation. Dans les mois suivants, 5 autres ponts furent construits, chacun coûtant environ 60% de moins qu'un ouvrage classique en béton. Ces économies permirent de réinvestir dans les formations techniques. 420 jeunes furent formés à la soudure, à la mécanique et à la planification logistique. Le ministère de l'Enseignement supérieur indiqua qu'en une seule année, le taux d'emploi des diplômés techniques augmenta de 18%. Cette croissance n'était pas seulement une statistique, elle traduisait une bascule culturelle. L'Organisation des Nations Unies publia alors un rapport saluant l'approche burkinabé de durabilité à ressources locales. Ce fut la première reconnaissance internationale tangible et elle renforça le poids d'Ibrahim Traoré sur la scène africaine. Les analystes notèrent que pour chaque pont, près de 200 tonnes de pneus recyclés avaient été retirées de l'environnement, réduisant les émissions liées à l'incinération de caoutchouc de 40%. Les chiffres, désormais, parlaient d'eux-mêmes. Mais au-delà de la logistique, les effets mesurés touchaient la société. Dans les provinces du centre et de l'Est, le taux de scolarisation progressait de 9%. Les femmes participaient à 35% des nouveaux chantiers coopératifs. Les marchés hebdomadaires affichaient une hausse de 15% de fréquentation, accompagnée d'une stabilisation des prix agricoles. Ce n'était plus un projet expérimental, c'était une politique publique à part entière. Pour Ibrahim Traoré, la dimension la plus cruciale restait invisible au graphique, la confiance retrouvée. Il déclarait devant ses ministres: chaque pneu posé, c'est un doute en moins. Ce pragmatisme, ancré dans les résultats, fit taire peu à peu les critiques extérieures. Washington, Pékin et Bruxelles, d'abord sceptiques, envoyèrent des émissaires techniques pour comprendre ce modèle capable de produire sans dette. Les données accumulées révélaient une équation nouvelle: moins de dépendance, plus de rendement. Les ponts de pneus, loin d'être des symboles, devenaient des indicateurs d'efficacité sociale. En reliant des villages, ils reliaient aussi les chiffres à la dignité. Et sous cette lumière froide des statistiques, une chaleur humaine persistait, celle d'un peuple qui mesure enfin ses progrès à la hauteur de son propre courage. Les critiques n'ont pas tardé. Certains économistes occidentaux ont qualifié la méthode de naïve, arguant qu'un pays sans industrie lourde ne pouvait bâtir une économie durable sur des déchets. D'autres observateurs africains ont estimé que le projet d'Ibrahim Traoré, trop symbolique, risquait d'occulter les véritables réformes structurelles nécessaires. Ces arguments méritaient d'être entendus. Le premier point, celui de la viabilité industrielle, s'appuyait sur des modèles classiques: la compétitivité par le capital, la productivité par la technologie. Mais Traoré inversait la logique. Pour lui, le capital n'était pas ce qu'on possédait, mais ce qu'on refusait de gaspiller. En recyclant ce qui était jeté, il redéfinissait la notion même de ressources. Les données initiales prouvaient que le coût de production locale, réduit de plus de la moitié, compensait largement le manque d'équipement. Le second point, celui des réformes profondes, touchait à la gouvernance. Les sceptiques craignaient que le mouvement s'essouffle sans cadre légal solide. Pourtant, sous son impulsion, une législation sur les infrastructures circulaires fut adoptée, intégrant les coopératives locales dans la planification publique. C'était la première fois qu'un texte plaçait les artisans et ingénieurs civils au centre de la politique nationale. Ibrahim Traoré répondit à ses détracteurs non par des discours, mais par la continuité. Chaque nouveau pont était construit plus vite, plus solidement. Les matériaux s'amélioraient, les procédés s'uniformisaient. Les opposants, eux, devaient désormais débattre avec des chiffres. La vraie force de son approche résidait dans l'équilibre entre l'idéalisme et la rigueur,
entre la symbolique et la preuve. En présentant son projet comme un laboratoire à ciel ouvert, Traoré invitait le monde à tester, non à croire. Il ne cherchait pas à gagner une querelle d'image, mais à imposer un précédent. Et dans ce duel feutré entre le doute et l'expérience, c'est la persistance qui l'a emporté. Tout bascula avec une phrase de 8 mots. Nous ne cherchons pas la guerre, mais la dignité, prononcée par Ibrahim Traoré lors de la création du pacte de défense du Sahel. Elle fit trembler les chancelleries. Ce n'était plus un projet d'infrastructure, c'était une affirmation politique. Le pont de pneus devenait métaphore d'un continent qui liait ses destins au lieu de subir ceux des autres. Cette déclaration marqua le point médian du récit, le moment où le symbole devint doctrine. En quelques jours, les cartes géopolitiques se redessinèrent discrètement. Le Mali, le Niger, puis le Tchad évoquèrent une coopération technique avec le Burkina Faso. L'idée d'une Afrique qui construit avec ses propres mains cessait d'être poétique pour devenir stratégique. Dans la capitale, la population acclama cette posture de fierté sobre. Les opposants, même prudents, reconnurent la force morale du geste. Et tandis que le monde commentait, les forges continuaient de tourner. Le projet avait franchi son point de non-retour. Désormais, chaque acte du gouvernement Traoré portait la marque d'une souveraineté reconquise. Les conséquences de la révolution d'Ibrahim Traoré se mesurèrent d'abord sur le terrain, là où les cartes statistiques prenaient enfin vie. Chez les agriculteurs, le changement fut immédiat. Les routes réparées réduisirent les pertes post-récolte de près de 25%. Les marchés ruraux reprirent et les coopératives agricoles, soutenues par l'État, exportaient désormais vers les pays voisins sans intermédiaire. Le revenu moyen dans les zones concernées augmenta d'un tiers, libérant des milliers de familles de la précarité saisonnière. Dans le monde des affaires, la logique de récupération inspira une vague d'entreprises locales. Des ateliers de recyclage, des start-up de matériaux composites, des fabriques de mobilier urbain à base de pneus recyclés virent le jour. Les investissements étrangers, d'abord timides, se redirigèrent vers le secteur vert africain. Même des groupes asiatiques demandèrent à intégrer les Bridges Project dans leur programme de développement durable. Le nom Burkina Faso apparaissait dans des rapports économiques non plus comme un bénéficiaire, mais comme un modèle. Pour la population, les impacts sociaux furent tout aussi profonds. Les jeunes trouvèrent du travail dans la maintenance des ponts, les femmes dans la gestion des marchés communautaires. Les universités créèrent des bourses EcoBridge pour étudier ce cas unique de souveraineté appliquée. Les taux de scolarisation dans les zones rurales passèrent de 63% à 72% en 2 ans. La fierté collective se traduisait en mobilisation civique. Sur le plan régional, les gouvernements voisins observaient attentivement. Le Mali et le Niger, puis le Ghana, reprirent le principe de infrastructure circulaire. Des délégations vinrent étudier les procédés et les résultats. Sous la pression populaire, l'Union africaine publia un communiqué saluant le modèle Traoré comme un exemple d'indépendance pragmatique. On connaît les chancelleries occidentales, elles, restaient divisées. Fallait-il soutenir cette renaissance ou la contenir? Pour le Burkina Faso, cette ambivalence était une victoire, car pour la première fois, le pays imposait le rythme de la conversation mondiale. Les chiffres valaient mieux que les discours, et derrière chaque pourcentage se trouvait un visage, un fermier qui vendait, sans passer par un intermédiaire, une fille qui allait à l'école sans craindre la crue, un ingénieur qui enseignait ce qu'il avait appris dans la poussière rouge. Ainsi se refermait la boucle. Des pneus jetés devenaient ponts, des ponts devenaient chemins, et des chemins la métaphore d'un continent qui se redresse. Ibrahim Traoré avait transformé un déchet en doctrine.
celle de l'autonomie par la création. À ce stade, le Burkina Faso se trouvait à la croisée des chemins. L'élan populaire enclenché par Ibrahim Traoré avait posé les bases d'un modèle inédit, mais son avenir dépendait désormais des équilibres régionaux et des réponses internationales. Trois trajectoires se dessinaient, trois versions plausibles d'un futur proche. Scénario de base, la consolidation. Le gouvernement poursuit sa politique d'infrastructure locale. Les coopératives de construction obtiennent un statut légal et les ponts écologiques deviennent un réseau national. Les universités de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso forment une génération d'ingénieurs spécialisés dans le recyclage. Les flux commerciaux internes se densifient et la croissance annuelle dépasse les 5%. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré ancre son autorité non dans le culte du chef, mais dans la continuité d'un projet collectif. Scénario optimiste. L'expansion régionale. Le modèle burkinabé est adopté par plusieurs pays du Sahel. Un consortium EcoBridge naît, financé en partie par des fonds africains et des partenariats asiatiques. Le Burkina Faso devient un pôle technique continental. La diplomatie de Traoré s'élargit. Elle repose sur la coopération sud-sud. En 12 mois, les indices de souveraineté énergétique et alimentaire s'améliorent. Une Afrique plus confiante émerge, une Afrique qui se parle d'égal à égal. Scénario pessimiste. La résistance extérieure. Les puissances étrangères, inquiètes d'un modèle qui échappe à leur contrôle, imposent des restrictions commerciales ou des sanctions symboliques. Les financements se raréfient, les exportations ralentissent. À l'intérieur, certaines élites, déstabilisées par la redistribution du pouvoir, tentent de freiner la réforme. Le mouvement pourrait alors basculer dans une crise institutionnelle. Ibrahim Traoré devrait choisir entre accélérer ou stabiliser, entre le risque et la prudence. Quelle que soit l'issue, une certitude demeure. Le cap a changé. Le Burkina Faso ne regarde plus vers les bailleurs, mais vers ses propres ateliers. Et comme l'a dit Traoré, celui qui fabrique son outil forge aussi son avenir. Le mouvement lancé par Ibrahim Traoré n'était pas qu'un programme d'État, c'était une interpellation adressée à chacun. Il posait une question simple: qu'es-tu prêt à bâtir avec ce que tu as? Cette phrase, reprise dans les rues de Ouagadougou, résonnait bien au-delà des frontières. Car au fond, l'histoire du Burkina Faso touche à une vérité universelle, celle d'un peuple qui choisit de se relever sans attendre qu'on lui tende la main. Pour les jeunes, le message est direct. Le génie ne naît pas dans les laboratoires étrangers, mais dans les gestes du quotidien. Dans chaque marteau, chaque boulon, chaque pneu recyclé se trouve une leçon d'autonomie. Dans les écoles, les enseignants citent désormais Ibrahim Traoré non comme un héros politique, mais comme un exemple d'ingénierie morale, faire beaucoup avec peu, mais le faire ensemble. Pour les femmes, cette révolution est une ouverture. Dans les marchés et les ateliers, elles dirigent les coopératives, gèrent les circuits de vente et forment d'autres artisanes. La dignité, jadis un mot abstrait, devient un revenu stable et une voie publique. Et pour le reste du monde, cette histoire burkinabé agit comme un miroir. Elle rappelle que le progrès n'est pas une question de fortune, mais de conviction, que la souveraineté ne se mendie pas, elle se construit. Devant l'écran ou dans les ruelles du Sahel, le spectateur comprend que ce pont n'est pas qu'une structure d'acier et de caoutchouc, c'est une métaphore du courage partagé. Pour transformer l'élan en structure durable, Ibrahim Traoré fit élaborer une feuille de route précise. Elle reposait sur 5 étapes claires, chacune mesurable et portée par des acteurs identifiés. D'abord, institutionnaliser la méthode. Le gouvernement adopta un décret créant l'Agence nationale des infrastructures circulaires, chargée de coordonner les projets à base de matériaux recyclés. Son rôle:
centraliser les données, former les ingénieurs et garantir la conformité technique. Ensuite, transférer le savoir-faire. Les universités burkinabées, avec l'appui de partenaires africains, lancèrent des formations en génie écologique. Les anciens ouvriers des premiers ponts furent recrutés comme formateurs. L'objectif, 2000 techniciens qualifiés d'ici un an, puis renforcer la coopération régionale. Le Burkina Faso proposa au Mali et au Niger un cadre technique commun, un pacte sahélien de reconstruction verte. Ensemble, ils mirent en place un fonds solidaire financé par les exportations minières locales, destiné à soutenir les chantiers communautaires. Par la suite, mesurer les effets. Des indicateurs furent publiés chaque trimestre. Nombre de ponts, taux d'emploi, émissions évitées. Cette transparence créa une dynamique d'émulation interne. Les villages se comparaient non par rivalité, mais par fierté. Enfin, ouvrir le modèle. Traoré encouragea les jeunes innovateurs à adapter le concept à d'autres domaines: logement modulaire, routes écologiques, irrigation. Ainsi, le pont de pneus devenait une matrice, non une fin. À travers cette stratégie, Ibrahim Traoré liait vision et méthode. Bâtir non seulement des infrastructures, mais une culture du faire. Au crépuscule, sur le même terrain poussiéreux où tout avait commencé, Ibrahim Traoré se tint face à son peuple. Autour de lui, les ponts scintillaient sous le soleil couchant comme des arcs de lumière sur la terre rouge du Sahel. À cet instant, l'histoire semblait boucler sa boucle. Là où jadis les pneus pourrissaient, s'élevaient désormais des symboles d'unité et de courage. Près de lui, un ouvrier âgé, l'un des premiers à avoir soudé les dalles de caoutchouc, murmurait: «Nous avons bâti avec nos mains ce qu'on croyait perdu.» Ces mots résumaient l'âme du projet. Ce n'était plus seulement l'œuvre d'un président, mais d'un peuple qui avait décidé d'écrire sa propre légende. Ibrahim Traoré leva les yeux vers les arches sombres et dit simplement: «La foi, quand elle se tient debout, devient pont.» Cette phrase resta suspendue dans l'air comme une promesse silencieuse entre un homme et sa nation. Le bruit des marteaux s'était tu, remplacé par celui des rires, preuve que la reconstruction désormais battait au rythme du cœur. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celle d'un pays qui se relève. C'est une invitation à chaque spectateur, chaque lecteur, à regarder autrement ce qu'il possède déjà. Le pont de pneus né du rejet est devenu un symbole de ce que l'Afrique et le monde peuvent accomplir quand la dignité prime sur la dépendance. Dans les villages du Sahel, les enfants marchent aujourd'hui sur ce pont comme on traverse un rêve devenu réel. Ce n'est pas un miracle, mais le fruit du courage collectif. Là où d'autres voient des ruines, Ibrahim Traoré a vu des fondations. Alors, si cette histoire résonne en vous, parlez-en, partagez-la. Dites à ceux qui doutent que la liberté ne se demande pas. Elle se construit pas à pas avec les mains de ceux qui refusent d'abandonner. Et souvenez-vous, les plus grandes révolutions commencent souvent par un geste simple: un pneu ramassé, une idée tenue, bon, une foi qui persiste.